Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. Comme c'est la Saint-Valentin cette semaine, je pensais couvrir le massacre de la Saint-Valentin de 1929 pour la vidéo de cette semaine. C'est un crime bien connu dans lequel 7 membres du gang du North Side de Chicago ont été alignés et abattus par 4 assaillants. Bien que les auteurs n'ont jamais été définitivement identifiés, on soupçonne depuis longtemps que ces meurtres remontent à Al Capone. Cependant, en commençant à enquêter sur ce crime, un autre crime tout aussi horrible mais moins connu a été révélé, tout aussi terrifiant par le niveau de violence impliqué. Mais ce crime est mais d'autant plus choquant en raison de la sélection aléatoire des victimes. Le massacre de Hollandsburg dans l'Indiana a eu lieu aux premières heures de la Saint-Valentin en 1977, le 48e anniversaire du crime de Chicago. Bien qu'il n'y ait aucun lien direct entre les deux crimes, on peut se demander si les événements célèbres d'il y a près d'un demi-siècle n'avaient pas influencé l'esprit entordu des auteurs. Dans une région isolée du nord du comté de Park, dans l'Indiana, Betty Jane Spencer était chez elle avec son fils de 22 ans, Gregory, et 2 de ses beaux-fils, Rave, 16 ans, et Ralph, 14 ans. Le mari de Betty, Keith, était au travail dans une station de télévision d'Indianapolis, à environ 50 miles de là. Juste après minuit, dans la matinée du 14 février, 4 intrus armés se sont introduits de force dans la maison mobile de Betty. Ils ont ordonné à Betty et à ses fils de s'allonger face contre terre sur le sol du salon, les mains attachées dans le dos. C'est à ce moment-là que Raymond Spencer, 17 ans, est rentré chez lui après son travail au restaurant du lac Raccoon. Il ne se doutait pas de ce qui se passait à l'intérieur de sa maison. En entrant, lui aussi a reçu l'ordre de s'allonger face contre terre. Les 5 membres de la famille y sont restés dans cette position pendant que les 4 hommes fouillaient leur maison à la recherche de tout objet de valeur. L'un des intrus était Roger Drollinger, âgé de 23 ans. Plus tôt dans la journée, Roger avait rencontré son avocat dans un motel de Crawfordsville pour discuter de son procès en cours dans le comté de Montgomery pour des accusations liées à la drogue. Il s'attendait pleinement à être envoyé en prison le lendemain à la suite de cette affaire. Il avait décidé qu'il voulait utiliser sa dernière nuit de liberté pour faire quelque chose d'un peu différent. Roger était le plus âgé et le chef de facto du groupe. Les autres membres étaient Daniel Briseur de Pierre, âgé de 20 ans, Michael Droit, âgé de 21 ans, et David Forgeron, qui avait 17 ans. Ce jour-là, les 4 hommes se promenaient dans le camion de Roger lorsque celui-ci leur a dit qu'il voulait s'arrêter quelque part pour tuer des gens sans raison, juste pour le plaisir. À un moment donné, il a arrêté le camion, est descendu et a tiré sur un chien berger allemand pour leur montrer à quel point il était facile de tuer une personne. Il avait 3 fusils de chasse et un revolver de calibre 38 dans son camion à ce moment-là. Roger avait décidé d'utiliser sa dernière nuit de liberté pour commettre un meurtre pour le frisson, tant qu'il en avait encore l'occasion. Il n'avait aucune raison de faire cela, si ce n'est son désir de savoir ce que ça faisait de prendre la vie d'une personne. Les hommes ont transféré les armes dans une voiture que l'un d'eux avait louée la semaine précédente. Ils ont alors commencé à rouler au hasard, cherchant un endroit où commettre un vol et un meurtre. Après environ 1 heure, ils sont tombés sur la maison des Spencer. Relativement isolée, la maison la plus proche se trouvait à 1/4 de mile et, avec plusieurs voitures relativement récentes dans l'allée, Roger a décidé que c'était l'endroit parfait. Il a ensuite conduit la voiture sur une route secondaire et le groupe a commencé à se préparer à entrer dans la maison. Roger a distribué une paire de gants à chacun des autres. Plus tôt, il avait entièrement chargé et vérifié les armes, et le samedi précédant les meurtres, il avait scié le canon de chacun des fusils de chasse. Roger a commencé à parler de tuer les occupants de la caravane et de la façon de fouiller les lieux et de maîtriser les personnes à l'intérieur. Il a ensuite suggéré que les 4 hommes concluent un pacte selon lequel chacun d'eux participerait à la fusillade des occupantes, et que s'ils se dérobaient, ils seraient eux-mêmes abattus par les autres participants. David a commencé à nouer un mouchoir autour de son visage, mais Roger lui a dit que ce n'était pas nécessaire.
Personne ne serait laissé en vie pour les identifier. Alors qu'ils attendaient devant la maison, ils ont vu Keith Spencer partir au travail. Ils ont coupé les lignes téléphoniques puis sont entrés. Une fois à l'intérieur, les 4 hommes ont forcé Betty et ses 4 fils à s'allonger côte à côte sur le sol du salon. Roger et Michael ont ensuite fouillé la maison à la recherche d'argent et d'armes, tandis que Daniel et David surveillaient la famille. Roger a alors demandé à la famille laquelle de leur voiture avait le plus d'essence, puis il a pris les clés et est sorti. Il a déplacé cette voiture ainsi que celle avec laquelle ils étaient arrivés jusqu'au bout de l'allée, face à la route. Il a ensuite crevé les pneus des véhicules restants. Roger est retourné à l'intérieur de la maison où les autres attendaient sa prochaine instruction. Daniel, David et Michael tenaient en chacun un des fusils de chasse et Roger portait le pistolet calibre 38. Les hommes ont continué à narguer et menacer la famille pendant près d'1 heure avant que Roger ne donne le signal et que les 3 autres hommes commencent à tirer sur chacune des victimes à la tête ou dans le haut du corps, à bout portant. Grégory a levé la tête et a crié « Ne me tirez plus dessus !» En entendant cela, Roger a pris le fusil de chasse de David, a attrapé Grégory par les cheveux, a tenu l'arme de façon à ce que le canon soit à environ 15 cm de l'arrière de sa tête et a tiré de nouveau. Roger a donné un coup de pied à chacune des victimes pour s'assurer qu'elles étaient mortes. En concluant que Betty était encore en vie, Roger a ordonné à Daniel de lui tirer dessus à nouveau. Daniel a tiré et les 4 hommes armés ont pris la fuite, 2 dans leur voiture et 2 dans la voiture appartenant à la famille Spencer. Sans qu'ils le sachent, le dernier coup de feu tiré a fait voler la perruque de Betty, ce qui a amené les hommes à croire qu'ils lui avaient arraché une partie de la tête. En réalité, la balle ne lui avait qu'effleuré la tête et elle était toujours en vie. Elle était grièvement blessée par les coups de feu qu'elle avait subis, mais elle a réussi à prendre des nouvelles de son fils et de ses beaux-fils. Ils étaient tous morts. Affolée, Betty a réussi à se traîner jusqu'à la maison de son voisin. Le voisin Harold Eskew a téléphoné pour demander de l'aide. Betty n'arrêtait pas de lui dire que ses 4 garçons étaient tous morts et qu'elle avait été blessée par balle dans le dos, lui demandant de continuer à lui parler de peur qu'elle ne perde connaissance. El Arran a été transporté d'urgence à l'hôpital et placé sous garde armée pendant qu'on soignait ses blessures. Une chasse à l'homme était en cours. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour identifier les responsables des meurtres et des mandats d'arrêt ont été émis contre eux. Au début du mois de mars, Daniel a été le premier à être arrêté. On pensait que les autres avaient enfui l'État. Le FBI a été sollicité pour aider dans les recherches. Daniel avait dit à la police que lui, Roger, David et Michael étaient responsables des meurtres et il avait montré aux autorités où les armes du crime étaient cachées. 3 jours après l'arrestation de Daniel, Michael a été arrêté à San José, en Californie. Alors que la recherche de Roger et David s'intensifiait, les fugitifs faisaient la une des journaux à travers le pays. À un moment donné, on pensait qu'ils étaient en Floride, mais ils ont réussi à échapper à leur arrestation. Il faudrait encore quelques semaines avant que David ne soit arrêté. Dans un Holiday Inn au Kentucky, puis le 11 avril, Roger s'est rendu au FBI dans les bureaux de son avocat à Indianapolis. Il était avec sa femme, Cathy, âgée de 17 ans, et leur fille de 3 ans, Amy, à ce moment-là. Et il a parlé aux journalistes des meurtres en déclarant « Il n'y a aucune chance que j'ai été impliqué là-dedans. Il n'y a aucune chance que j'ai tué qui que ce soit. J'ai une femme et un enfant, et il n'y a aucune chance que j'ai pris la vie des enfants de quelqu'un d'autre. » Il a ensuite affirmé que la nuit des meurtres, il était avec sa femme et David dans une laverie à Waynetown. Il a ensuite dit qu'il était allé rendre visite à ses parents et à son avocat avant de rentrer chez lui se coucher vers 10h30 du soir. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait tant que Daniel et Michael étaient impliqués dans les meurtres, il a répondu « Ils sont fous, ils sont dingues, ils me font peur ». Et lorsqu'on lui a demandé s'il croyait que Daniel aurait pu l'impliquer dans les meurtres, il a répondu qu'il l'avait déjà fait auparavant. Les 4 hommes seraient ensemble jugés séparément. L'affaire de Roger a été jugée en premier. Daniel et Michael ont tous 2 témoigné contre lui. Michael a déclaré que les meurtres étaient juste pour le plaisir et que le plan était de tirer sur les gens, de prendre leur sang et d'écrire « Helter Skelter » sur les murs et le réfrigérateur.
Helter Skelter avait été retrouvé écrit avec du sang sur les murs de la maison de Sharon Tate à Los Angeles après les meurtres de 5 personnes en 1969. Et Michael a ajouté que Roger était quelque peu impressionné par Charles Manson. Betty a pu identifier ses agresseurs et témoigner contre Roger au procès. Elle a identifié Roger comme l'homme à la voix autoritaire et dominante qui a donné les ordres ayant déclenché les meurtres. Elle a été forcée de revivre les événements de cette nuit, déclarant qu'il y avait des bruits de cliquetis derrière nous, et soudain un coup de feu a été tiré derrière Greg. J'ai entendu ce bruit horrible, et j'ai compris que c'était le sang qui s'écoulait de nos garçons. Je ne sais pas comment le décrire, c'était presque comme une cascade. Roger a témoigné en sa propre faveur lors de son procès pendant près de 2 heures et demie. Il a parlé calmement, proclamant son innocence totale. Sa femme Cathy et son père Nathan ont également témoigné qu'il était à la maison, au lit. Au moment des meurtres, il n'a fallu que 50 minutes au jury pour déclarer Roger coupable de tous les chefs d'accusation, et il a ensuite été condamné à 4 peines de prison à vie qui devaient être purgées simultanément. Il a fait appel sans succès de sa condamnation en 1980 et a tenté de s'évader de prison en mars 1981 et en janvier 1983. Il est resté incarcéré au centre correctionnel de haute sécurité de la vallée de Wabash jusqu'à sa mort dans sa cellule de prison en janvier 2014. À la suite du procès de Roger, le procès de David a commencé en octobre 1977 avec Betty une fois de plus comme principal témoin à charge, devant subir l'épreuve d'un procès pour la seconde fois. David a plaidé non coupable pour cause de folie. Au procès, il a été déclaré que David idolâtrait Roger et qu'il vivait avec lui juste avant les meurtres. Les avocats de David ont affirmé qu'il était sous l'emprise de Roger et qu'il ferait tout ce que Roger lui demandait. Cependant, le témoignage de plusieurs psychiatres n'a pas soutenu l'argument de la défense selon lequel il était légalement fou au moment des meurtres. Le jury n'a pas cru cela non plus, et David a été reconnu coupable de 4 chefs de meurtre au premier degré et a reçu 4 peines de prison à vie. Le 7 novembre, Michael a renoncé à son droit à un procès et a changé son plaidoyer en coupable. Bien qu'il ait été accusé de 4 chefs de meurtre au premier degré, il a accepté un accord de plaidoyer qui a réduit 3 de ses chefs d'accusation à des meurtres au deuxième degré. Il a reçu 2 peines de réclusion à perpétuité pour les décès de Reeve et Raymond. Il a également reçu 2 peines de 15 à 25 ans à purger concurremment pour les décès de Gregory et Ralph. Le mois suivant, Daniel a également plaidé coupable dans le cadre d'un accord de plaidoyer aux mêmes conditions. Daniel, David et Michael ont continué à purger leur peine de réclusion à perpétuité au centre correctionnel de Pendleton, près d'Indianapolis. Après le meurtre de ses fils, Betty est devenue une militante active des droits des victimes et une partisane de peines de prison plus sévères. Elle a reçu de nombreux prix au niveau de l'État, national et international pour son travail auprès des victimes de crimes. Jusqu'à sa mort en 2004, elle et la mère biologique de son beau-fils, Caroline Spencer, ont mené campagne contre chaque possibilité de libération conditionnelle accordée aux membres du gang. Merci d'avoir écouté l'affaire d'aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir toutes les notifications. D'accord, tous mes amateurs de petits délits, il est temps de découvrir les animaux de compagnie des abonnés. Aujourd'hui, nous avons 2 petits criminels venant d'États voisins, de l'Indiana. Tout d'abord, nous avons Nancy du Michigan et elle a envoyé la photo de son caniche rouge, Winston. Nancy me dit qu'il est coupable d'indécence publique parce qu'il essaye de devenir intime avec Lizzie, sa sœur. Il y a aussi 3 chats qui vivent chez Nancy. Elles s'appellent Millie et Cassie. Et Phoebe. Elles ont beaucoup vécu dehors et maintenant elles sont assignées à résidence chez Nancy, puis elles vont déménager dans l'Illinois, dans un endroit appelé Gurney. Et Anna a envoyé ses chiens pour des délits mineurs. Honey est une chienne American Staffordshire terrier de 6 ans. Et Jules est un Boston terrier d'1 an. Elles sont meilleures amies et ont tendance à commettre leurs délits ensemble.
Bien que Jules soit plus petite, Ellers est connue pour voler des os et des jouets à sa grande sœur Honey. Elles ont toutes les deux un long casier judiciaire pour avoir libéré des gaz nauséabonds qui rendent parfois leurs propriétaires malades. Grâce à leur charme et à leur capacité à manipuler le système judiciaire avec leur mignonnerie, elles s'en sortent généralement avec un simple avertissement. Voilà le délit mineur de la semaine. Merci encore à Nancy et Anna de nous avoir envoyé leurs criminels. Merci beaucoup d'avoir écouté le crime réel. Prenez soin de vous. Au revoir. Mike McCarthy, qui était le fils d'un policier de l'Indiana, a écrit un livre sur cette affaire intitulé Choking in Fear, un mémoire sur les meurtres de Hollandsburg. Au revoir.